Alors, chère quatrième, deuxième vidéo donc consacrée donc à l'Europe industrielle. Donc, je vais poursuivre un petit peu les explications donc sur notamment tout ce qui tourne autour de l'enjeu de l'énergie et des matières premières, euh, ainsi que l'impact donc de cette révolution industrielle donc dans les pays principalement concernés. Alors, ce qu'il faut préciser d'abord, donc, c'est que c'est en Europe que cette révolution industrielle va se déclencher en premier, ce qui est assez normal, hein, parce que c'est à cette époque la partie du monde qui est clairement en position de domination, hein, sur le reste de la planète. On a déjà eu l'occasion de voir notamment que la France et l'Angleterre, par exemple, possédaient des empires coloniaux très étendus aux quatre coins de la planète. On a pu voir que c'est également en Europe que s'est opérée la révolution des Lumières, c'est-à-dire donc le fait qu'à partir de cette époque, on commence à se détacher des croyances, notamment religieuses, pour s'intéresser de plus près à la démarche scientifique, technique et même bientôt technologique. Ce sont les pays les plus puissants, ce sont les pays qui ont, on va dire, la puissance financière, la puissance culturelle, la puissance intellectuelle. Pour l'Europe, il faut retenir la France, mais surtout l'Allemagne et l'Angleterre, qui sont les deux pays clairement européens les plus en avance dans le développement de leur industrie. Ce qu'il faut préciser également, c'est que, comme vous l'avez compris, donc, cette révolution industrielle repose en grande partie sur l'utilisation du charbon comme combustible. Autrement dit, la possibilité de mettre la main sur des mines de charbon devient un enjeu absolument considérable. Et il se trouve que là, les choses se sont présentées de manière assez avantageuse pour l'Europe. Il se trouve que l'Europe contient dans ses sols beaucoup de réserves de charbon, en particulier dans ce qu'on appelle l'Europe dorsale. Alors, ce qu'on appelle l'Europe dorsale, c'est, on va dire, la colonne vertébrale de l'Europe, c'est-à-dire donc un ensemble géographique qui part du nord de l'Angleterre et qui va jusqu'au nord de l'Italie, en passant par la Belgique, le bassin parisien, l'Allemagne, c'est-à-dire donc la zone européenne, où il y a le plus grand dynamisme économique, la plus forte concentration de population, et par ailleurs des réserves de charbon qui sont assez importantes, notamment en France, dans le nord et dans le nord-est du pays. L'importance de cette Europe dorsale va être décuplée par la révolution industrielle avec l'extraction du charbon. Je rappelle que le charbon est ce qu'on appelle une énergie fossile. C'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce que c'est que le charbon? Le charbon, en fait, c'est du bois fossilisé, sous forme donc solide encore, sachant qu'il y a une forme qui est plus liquide, c'est le pétrole, qui va également servir de combustible pour la deuxième révolution industrielle. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer rapidement tout à l'heure. Alors le charbon, c'est donc une énergie fossile dont à l'époque on n'est pas encore forcément conscient de tous les dégâts environnementaux que ça peut causer, car c'est une énergie fossile très polluante, à cette époque-là, la perception de l'écologie, elle est encore totalement inexistante. Le même problème va se poser bien évidemment avec l'utilisation du pétrole. Alors, nous on va se concentrer quand même sur la première révolution industrielle, donc celle qui est essentiellement donc, axée sur l'utilisation du charbon. Alors, ce qu'on peut donc préciser, donc, effectivement, c'est que cette révolution industrielle, elle est d'abord partie d'Europe. Mais ce qu'on peut constater, c'est qu'elle va assez rapidement quand même donner des idées à d'autres pays, dans d'autres endroits du monde. Et là, il faut citer principalement deux puissances. La première, c'est les États-Unis, un pays assez récent à l'époque. Vous avez pu notamment vous apercevoir dans les cours précédents que la création des États-Unis date en fait de la fin du XVIIIe siècle, donc à peu près au même moment que la Révolution française. C'est un pays tout neuf, et surtout c'est un territoire qui est immense, qui est quasiment de la taille d'un continent,
territoire donc qui est difficile à apprivoiser. Et dans ce contexte-là, la révolution industrielle, en particulier dans les moyens de transport et de communication, va être décisive et va permettre de faciliter considérablement le fait d'apprivoiser donc le territoire américain, qui est très vaste et parfois assez hostile. De ce point de vue, l'arrivée du chemin de fer va vraiment jouer un rôle extrêmement important. Mais d'une façon plus générale, ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'aux États-Unis, il y a un esprit d'entreprise qui est très développé. C'est un petit peu une composante majeure de la mentalité américaine. Or, la révolution industrielle, elle ne peut pas exister uniquement grâce à des inventions techniques. La révolution industrielle, pour développer ces inventions techniques, pour faire en sorte qu'elles soient rentables et qu'elles rapportent de l'argent, elle sous-entend aussi qu'on fasse des investissements, c'est-à-dire qu'on mette de l'argent dans une activité dont on espère qu'elle va rapporter beaucoup. C'est en ce sens qu'on peut parler de capitalisme moderne. Alors le capitalisme, donc, c'est un principe économique qui sous ce nom-là est apparu à la fin du Moyen-Âge en Europe, et dont le principe est assez simple. L'idée, c'est de faire fructifier l'argent, autrement dit, de gagner encore plus d'argent à partir d'une base d'argent qu'on possède déjà, et pour faire fructifier cet argent, en règle générale, il faut investir dans une activité qui va rapporter, si cette idée de départ se révèle bonne. Donc le moteur de la révolution industrielle, c'est effectivement des inventions techniques comme la machine à vapeur, mais c'est aussi le principe économique d'investissement, et il se trouve que cet esprit donc d'entreprise est absolument ancré dans la mentalité américaine depuis le départ. Donc c'est pas étonnant que les États-Unis, au cours des décennies suivantes, passent devant l'Europe et deviennent assez rapidement la première puissance industrielle mondiale. On peut considérer qu'au début du XXe siècle, les États-Unis sont déjà la première puissance économique mondiale grâce à une industrie extrêmement performante, et c'est d'ailleurs pas un hasard non plus si c'est aux États-Unis qu'on va voir apparaître la première automobile grand public, qui est la fameuse Ford T, c'est-à-dire donc une voiture fabriquée en très grande quantité, qui coûte pas très cher parce que la productivité dans les usines est très très bonne, donc on peut arriver à faire fabriquer beaucoup en peu de temps, à tel point que même des ouvriers peuvent se payer cette voiture. L'autre pays qui va jouer un rôle important dans la révolution industrielle, là c'est un petit peu plus surprenant, c'est le Japon. Alors le Japon, c'est un cas très particulier parce que le Japon, il faut bien se mettre ça dans le crâne, jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est le Moyen-Âge. Le Japon est encore sur un modèle médiéval, très archaïque, donc très à l'ancienne. C'est un pays qui a vécu pendant très longtemps très replié sur lui-même, dont la culture est assez mal connue des Occidentaux. Mais il y a un empereur japonais, qui est l'empereur Meiji, qui à la fin du 19e siècle va décider de faire entrer le Japon dans une nouvelle ère. Pour y parvenir, il va procéder à une technique extrêmement simple qui consiste en fait à envoyer des observateurs un petit peu partout dans les pays déjà industrialisés pour voir comment concrètement fonctionne ce principe industriel, prendre des informations, les copier par la suite une fois revenu au Japon, et même dans une certaine mesure se montrer capable de dépasser le modèle qui a déjà été copié. Alors cette stratégie va donner de très très bons résultats au Japon et lui permettre en l'espace de 20 ans pratiquement de rattraper son retard sur les principaux pays industrialisés occidentaux. Plusieurs indices accréditent cette thèse. Il y a d'abord un premier constat qu'on peut faire, c'est que lors de la bataille, de la guerre contre la Russie en 1905, c'est le Japon qui l'emporte. Les Russes ayant été très surpris par la qualité de l'équipement japonais. C'est la première fois depuis très longtemps qu'une puissance non occidentale arrive à vaincre militairement une puissance occidentale. Donc c'est un événement historique, on peut le présenter comme ça. Et cette victoire a été rendue possible par la puissance industrielle dont le Japon s'était doté. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que dans les 20 années suivantes, le Japon va également poursuivre
poursuivre son industrialisation et sa militarisation. C'est ce qui va provoquer la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas pour la partie Asie. Et dans un premier temps, là encore, les Japonais sont en avance sur leurs adversaires, notamment américains. Ils possèdent par exemple d'excellents avions fabriqués par la firme Mitsubishi. Donc le phénomène industriel ne concerne pas que l'Europe, le phénomène industriel il concerne aussi les États-Unis et le Japon, je pense que c'est important de le préciser. Alors je vais à nouveau refermer cette vidéo, mais ne vous inquiétez pas, il y en a une troisième qui vous attend, où là je vais insister beaucoup plus sur l'aspect politique, social et idéologique qui est lié à cette révolution industrielle.